Ah là, c'était le documentaire Bienvenue chez les Landais. On va poursuivre ce qu'on a commencé à raconter dans le documentaire avec par ordre d'apparition au fond à droite, l'homme de l'Aveyron, Maximin. À ses côtés, Gilles. L'apparition, c'est lui. Et après, évidemment, Philippe. Et sinon, le réalisateur du documentaire, mais surtout du film Au nom de la Terre, Édouard Bergeon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et en forme, en pleine forme. Maximin, il a les cheveux longs, non? Alors, ouais, on peut parler capillairement parlant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Maximin? Disons que traditionnellement, on était habitué au mois de mai couper la laine des moutons. Ouais, Donc en fait, j'ai profité moi aussi pour y mettre un coup. Voilà. Donc j'ai coupé les cheveux. Juste Patrick, peut-être un premier mot sur les Landais, chez les Landais. C'est quoi chez les Landais? Alors je vous rappelle quand même que les Landais, c'est juste à côté. On peut boire, on peut manger dans la joie et la bonne humeur. Après avoir vu évidemment tout ce qu'ils font, parce que ce sont d'abord des producteurs avant d'être des restaurateurs, même si évidemment un de vos membres l'est également. Mais qu'est-ce que c'est le chez les Landais alors? En fait, c'est à la base chez Landais, c'est en 2016, deux voisins et amis, donc Gilles et moi-même. On s'est rendu au Salon de l'Agriculture à Paris et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de stand landais. Voilà. Et nous, on considère que le territoire a beaucoup d'importance pour nous dans ce qu'on fait. Ça a du sens. On s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose de collectif? Et donc, on a créé une association chez les Landais avec quelques producteurs. Combien de producteurs aujourd'hui? On est 5. Cinq producteurs. On est 5 producteurs et un chef. En fait, 4 et un chef, pardon. 4 et un chef. L'idée, c'est le chef, c'est Flo, qui sait du coup préparer. Et l'idée, c'était de faire consommer nos produits, aller jusqu'au bout et de créer un lieu où on allait pouvoir faire à la fois du B2B, du B2C, présenter nos produits, aller au plus près du consommateur et représenter un petit peu du coup ce qu'on faisait et le faire bouger notre territoire. Et ce que tu es en train de dire, c'est que malgré un territoire qui est riche d'hommes, riche de terroirs, riche de produits, il n'existait pas jusqu'alors une association qui mettait en valeur l'ensemble de ces formidables trésors. Il peut y avoir les Landes, c'est un bouillon culturel avec beaucoup d'associations culturelles autour festives. On est un pays, les Landes, où on aime bien vivre, bien manger et bien produire. Voilà, avec différents modèles d'agriculture. Ce qui était important pour nous, c'est de bâtir une association où il va y avoir des producteurs dedans, une bande de potes, mais qui sont à la fois des modèles complètement différents les uns des autres. On est convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer les modèles. Les agriculteurs, quels qu'ils soient, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et l'idée, c'était d'ouvrir une parenthèse, une semaine d'aller, une semaine dans l'année, d'aller à Paris et de fièrement, on peut aller exposer ce qu'on fait et d'essayer de rassembler un petit peu les Landes et de mettre en avant à travers des fanfares, à travers des groupes folkloriques, à travers des traditions, ou à travers des tables rondes où on allait mettre en avant certains sujets clés, où on voulait montrer qu'il y avait des choix et des solutions possibles pour demain. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu tout ça. Alors, on a fait Paris pendant 4 ans, et aujourd'hui, c'est la mode du local. Et on a décidé de venir plutôt ici, se rapprocher de nos terres, et de venir parler des Landes ici à Bordeaux, sur ce salon de l'agriculture, où on croit qu'il y a, en quelques années, plein de belles choses à faire. Ah, tu parlais d'agriculture singulière. Je pense qu'on a un exemple de singularité là-bas à droite, avec Maximin qui a fait un choix d'élevage un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots? Pourquoi tu es rentré comme ça dans l'histoire, l'aventure du bœuf à l'herbe? Pourquoi tu n'es pas parti sur un autre type d'élevage? Bon, comme vous avez pu voir un peu sur la vidéo là, oui, donc je me suis installé avec un neveu à Patrick, donc dans les Landes, à l'élevage à l'herbe en 2015. Voilà. Pourquoi l'élevage? Je suis tombé un peu dans la soupe quand j'étais petit, on va dire. Je suis aveyronnais à la base et j'ai toujours adoré l'élevage, l'herbe. Et au fil de mon cursus, enfin, de mon apprentissage à l'école, tout ça, je me suis penché vraiment dans l'herbe. Parce que l'herbe, on a différentes manières de nourrir l'animal, mais l'herbe, c'est lié à un terroir, c'est lié à... En fait, c'est différent en fonction des altitudes, en fonction des climats. Et l'intérêt de l'herbe, c'est vraiment de pouvoir travailler avec l'animal de manière respectueuse de l'environnement. Travailler avec des animaux, des herbivores, des bovins, travailler à l'herbe, c'est juste naturel. Et finalement, c'est
c'est ramener l'élevage pour stocker du carbone et donc pour respecter l'environnement. C'est plus qu'une méthode agricole, c'est presque une philosophie ce que tu es en train de nous raconter. C'est plus qu'une méthode agricole, c'est une philosophie. C'est un... Oui, c'est une philosophie, mais l'élevage, si on regarde à l'échelle du monde, l'élevage existe depuis quelques siècles. Et finalement, il n'y a rien de très innovant de travailler à l'herbe. C'est juste, finalement, c'est depuis 50 ans qu'on s'est mis à travailler avec des grains pour les animaux. Parce que l'élevage à l'herbe, dans la montagne, ça a toujours été depuis la nuit des temps. Voilà. Là, on parle évidemment d'agriculture extrêmement vertueuse, dans un climat et un contexte un peu particulier. Hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, crise en Ukraine, guerre en Ukraine, évidemment crise des denrées alimentaires, ainsi de suite. Comment toi, tu t'encaisses le coup de ton côté? C'est vrai que les contextes changent, la vision économique évolue, mais ce qui est sûr, c'est que l'élevage, les vaches n'ont pas tellement vécu ni la guerre ni le Covid. Hein. Et puis les vaches, tant qu'il y a de l'herbe, elles en mangent. Donc en fait, finalement, on est un peu dans deux mondes différents. On travaille beaucoup l'autonomie et on travaille avec la nature. Et donc finalement, les règles économiques, c'est sûr qu'elles ont un impact, mais qui est limité par rapport à ça en fait. Justement, Edouard, peut-être qu'on peut dire un mot de toi qui, je sais, est très en lien avec le monde agricole. En ce moment, l'été va arriver, on va aller sur la plage, on va prendre des vacances, mais nos agriculteurs travaillent et la rentrée risque d'être compliquée, très très compliquée pour le monde agricole. Déjà, en attendant la rentrée, il faut qu'on passe le printemps et l'été. On a vu qu'il y avait des grêlons qui étaient assez forts, assez gros, qui tombaient un peu partout. Et moi, je suis pas mal sur mon vélo dans la campagne et on se rend compte que la campagne est très 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 sèche et qu'il a peu plu. Et on est bien au soleil sur la plage ou en terrasse, mais il n'a pas plu cet hiver. Hein, et quand on fait du bœuf à l'herbe, malheureusement, je ne sais pas comment on va faire cet été s'il ne pleut pas maintenant. Donc on a l'impression que les agriculteurs se plaignent tout le temps, tous les ans, mais voilà, il faut rappeler qu'ils travaillent entre le ciel et la terre, et que la terre se réchauffe. Et on commence à voir les conséquences aujourd'hui. Après, il y a des solutions qui existent, sauf que faut se concerter pour justement, je crois, trouver ces solutions. On voit aujourd'hui qu'il y a des projets de retenue collinaire, enfin des bassines à droite et à gauche, sans pour autant vanter un système toute irrigation, mais capter l'eau qui va à la mer l'hiver, c'est peut-être une solution pour l'été, pour les éleveurs aussi. Après, il se trouve qu'aujourd'hui, on voit une partie de la population qui vient les détruire. J'ai pas dit que j'étais pour ou j'étais contre, mais il y a peut-être des moratoires à faire et trancher pour avoir une vraie politique de l'eau, parce que l'eau c'est quand même le bien qui va être très problématique dans le siècle qui vient. Hyper précieux. Ouais. Le bien précieux. Et puis donc ouais, il y a cette inflation sur les produits alimentaires qui est là déjà, hein, on le voit quand on fait nos courses. Et puis, mais je crois que vos coûts de production augmentent, mais qu'en même temps, vous êtes sur un produit qui est payé à sa juste valeur dans vos initiatives. Donc, en tout cas, vous avez un produit de qualité qui fait que vous essayez de faire quelque chose de différent. Gilles, on t'entendait tout à l'heure, évidemment, tu as particulièrement souffert, particulièrement morflé là, ces 2 dernières années avec une flambée absolument dingue du prix des denrées alimentaires notamment. Et je voulais savoir comment, là maintenant ça y est, tu arrives enfin à payer au juste prix, à rentrer dans tes frais sur le porc que tu produis. Alors, peut-être pas payer au juste prix, mais vendre au juste prix. Mais ouais. Non, c'est compliqué, on a passé des hausses naturellement, mais à un moment donné, on ne va pas pouvoir monter éternellement non plus parce que le consommateur en face ne pourra plus le payer. On rappelle que toi tu fais du porc de Biscaye, du Petit Prince. Donc nous on fait un cochon qui coûte très cher à produire parce que c'est pas des races qui ont été sélectionnées comme j'explique dans la vidéo. Et c'est pour ça qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont encore grasses, etc. Mais ce n'est pas des races ultra productives. On est quand même sur des races très rustiques et qui ont des mauvais indices de consommation. L'indice de consommation, c'est le nombre de kilos de graines qu'il va falloir donner à l'animal pour produire 1 kilo de croissance. Donc un porc normal, c'est entre 2,5 et 3 kilos. Nous, on est plutôt sur du 4, 4,5. Et clairement, aujourd'hui, la hausse des matières premières, on la prend en plein la gueule parce que notre porc, il coûtait cher à produire, mais aujourd'hui, il coûte très cher à produire. Et on est dans le monde du luxe, mais le luxe a ses limites parce qu'on est quand même sur un produit alimentaire. Donc aujourd'hui, les gens acceptent des hausses, les bouchers, les restaurateurs, etc. Mais ils savent qu'ils vont devoir répercuter derrière et à un moment donné, on aura une limite à ça, c'est évident. Tout à l'heure, tu parlais du manque de coopération des coopératives.
ce qui peut pallier à ces, j'allais dire, déficiences de solidarité, c'est précisément l'association que vous avez créée. Qu'est-ce que tu cherches, toi, au-delà du fait que ce soit des potes, des copains, qu'est-ce que tu attends d'une association comme les Landais? Qu'est-ce que j'attends? On va pas demander la solidarité économique entre nous. On est chacun sur nos domaines. On a des champs de compétences différents. On est complémentaires, par contre, sur beaucoup de choses. Ne serait-ce que le commerce. Par exemple, avec Maximin, aujourd'hui, on est en train vraiment de se regrouper au niveau d'une force commerciale. On a même un projet de pouvoir prendre un appui commercial en commun. Il y a 10 minutes, on parlait de logistique commune. On a mis en place des moyens logistiques communs et des fichiers clients en commun. C'est-à-dire qu'on s'entraide quotidiennement. Et Maximin, on est tous les deux éleveurs dans le groupe. Et c'est vrai qu'on se comprend très vite et on a les mêmes problématiques. Alors certes, lui, il fait manger de l'herbe qui ne subit pas l'inflation, mais elle a subi indirectement parce que toutes les matières vont monter, tout ce qu'il va falloir pour fertiliser, etc. Et quelque part, la terre où il faisait de l'herbe, si demain c'est 2 fois plus rentable de faire une céréale, peut-être qu'il ne pourrait plus y faire de l'herbe dessus. Donc en fait, tout va devenir inflationniste. Mais justement, nous on aimerait faire manger de l'herbe aux cochons, mais malheureusement, le cochon il mange de l'herbe, mais plus pour des nutriments et pas pour se nourrir. Même si je reste convaincu que donner de l'herbe aux cochons, c'est une très bonne chose pour amener les oméga 3, etc. Mais ce qu'on va trouver aussi dans le collectif, et ça c'est notre force, et ce qui nous fait tenir, c'est vraiment la solidarité humaine. C'est-à-dire qu'on est devenus des vrais amis, on a des problématiques en commun, on vit une expérience humaine, on s'appelle, on se parle, Patrick, on se parle au moins tous les 2 jours ensemble. Enfin, je veux dire, dès qu'on a un coup dur, il y a toujours quelqu'un qui est là et ça c'est important, de ne pas se tirer dessus, au contraire de se soutenir, quoi. Tout à l'heure on parlait rémunération, Patrick, avec Edouard. Tu es au pied du chef, tu considères que là aujourd'hui ton produit n'est pas payé à sa juste valeur? Ouais, alors même si en plus tu as développé des partenariats intéressants, notamment avec Auchan, avec de la grande distrib. Ouais, alors on a des partenariats forts. Nous, on est plutôt, on va dire, considérés comme des acteurs nationaux. On est un collectif de fermes agricoles, 12 fermes agricoles. On a tout mis en commun avec une empreinte familiale, mais quand même derrière il y a beaucoup de collaborateurs. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le monde agricole est décrié, quel que soit le modèle, hein, on tape dessus. Je me suis amusé à calculer hier, chez nous, une personne qui vient travailler, elle va apporter la ration alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on consomme en moyenne 370 grammes de fruits et légumes par jour. Un salarié dans nos équipes, un collaborateur, parce qu'on n'en parle jamais de nos collaborateurs, on a tous des collaborateurs, on n'en parle jamais, il va apporter l'alimentation pour 1700 Français par journée de travail. 1700 Français vont se nourrir par le travail de chacun de mes collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'avant tout, je voulais quand même parler de mes équipes. 1 pour 1700. Voilà, 1 pour 1700. Et ça, vous retrouvez ça dans toutes les fermes. Il faudrait qu'on fasse les ratios, l'impact sociétal des ETP dans l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on a une place un peu différente parce que je me sens en circuit court, on travaille directement avec les enseignes de distribution, mais ce qu'on note globalement, c'est un manque d'engagement. Un manque d'engagement sur des volumes, un manque d'engagement sur du futur. Quand on met en place des légumes, on les met en place, on commence à engager de l'argent pour quelque chose qu'on va vendre des fois 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an après. Et globalement, pourquoi on a voulu faire ce salon? C'est peut-être parce que demain, une part de notre activité, on devra le consacrer au circuit court. Parce que l'attente aujourd'hui, les circuits courts. Et c'est vrai qu'on se sent aujourd'hui un peu exclu de ça en tant que acteur d'une certaine taille. Mais le circuit court, on croise tous les jours des gens. Où est-ce que je peux acheter vos produits? Où est-ce que je peux acheter vos produits? Où est-ce que je peux acheter vos produits? Un patron de supermarché m'a dit avant-hier, comment je peux faire pour acheter des produits? Je travaille déjà avec ton enseigne. Il faut changer le modèle. On ne peut plus comme ça passer d'un modèle où on va... T'as pas quand même l'impression que les choses changent quand même, qu'il y a un mouvement, une lame de fond qui est en train de balayer les vieilles pratiques, les vieilles méthodes, les vieux réflexes? Oui, je pense qu'à un moment donné, on commence à le voir dans certains pays, des rayons qui commencent à être vides. C'est ce qui va arriver d'ici 2-3 ans. Si on ne soutient pas les agriculteurs, quels qu'ils soient, quel que soit le modèle. Et pour ça, il faudra de l'engagement, il faudra que tous les acteurs... On parle de la distribution, on parle de la restauration. Il faudra qu'elles arrêtent de faire bouffer de la viande d'Argentine ou d'Allemagne. Il faut que tous les acteurs, on a la chance en France d'avoir une des agricultures les plus riches. Et alors dans les Landes, je ne vous dis même pas, les Landes c'est la Californie. C'est la Californie de la France avec tous ces terroirs. Vous connaissez à peine Edouard
Et ça sera un plaisir de te faire découvrir les Landes. On a des terroirs exceptionnels et des valeurs et des agriculteurs qui font une agriculture exceptionnelle. Et ça doit être mis en avant. Et demain, il faut qu'on simplifie ça et qu'on soit plus soutenu. Voilà. Et donc, on avait Ils ont la chance d'avoir du sable dans les Landes. ouais. Du sable avec la forêt avant, le climat océanique, le surf. pas de problème d'eau. Non, puis voilà, quand ils sont fatigués, ils vont à la plage. Ils mangent des cacahuètes à Souston, ils mangent des carottes. Non, mais en vrai, voilà, il y a quand même une diversité chez vous. La Californie de l'agriculture, c'est pas mal. Ça, c'est la Silicon Valley de Ils l'agriculture. savent très bien marketer chez les Landais. C'est les rois du Ouais, marketing. mais c'est important, ouais, ils parlent en fait. C'est ce que j'allais te demander. C'est d'abord communiquer chez les Landais. C'est un chouette outil de communication. Bah, les agriculteurs, pendant combien 40, 50 ans, on leur a dit produisez, on communiquera pour vous, on vendra pour vous. Et aujourd'hui, vous reprenez la main. En fait, reprendre la main, c'est reprendre de l'autonomie sur sa ferme, comme le fait Maximin avec la vache à l'herbe. C'est reprendre, voilà, créer de la valeur, tenir le prix, même si c'est pas facile, mais peut-être en changeant de modèle. Et puis surtout reprendre la main en communiquant. En créant cet événement, en étant présent sur un salon de l'agriculture comme à Bordeaux. Moi, je suis impressionné de voir qu'il y a un salon aussi grand à Bordeaux, collé à la foire de Bordeaux, ce qui est plutôt intelligent. Et on voit qu'il y a l'élevage à Cournon, qu'il y a ce salon à Bordeaux qui compte. C'est quand même pas rien de faire un choix de ne plus aller à Paris, je crois, hein, c'est ça, et d'être à Bordeaux, sur le territoire. Et Bordeaux, c'est la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui monte jusqu'au Poitou-Charentes, jusque chez moi. Et Limousin jusqu'à Pau, donc il y a une diversité entre Pau, Tulle, Niort, La Rochelle et tout le littoral. Il y a quand même une diversité qui fait que la Nouvelle-Aquitaine est la Californie de l'agriculture en fait. Si on prend un petit peu d'auteur, Edouard, là on a vécu un moment assez important dans le monde de l'agriculture. Évidemment, c'est nouvelle élection, nouveau président, nouveau ministre. Le précédent, quelles que soient les obédiences politiques, avait été adoré, avait plutôt fait du bon boulot. Tu avais beaucoup travaillé avec lui, notamment autour de la question de la détresse des agriculteurs. Là, il y a un nouveau ministre de l'Agriculture qui arrive, avec une nouvelle dénomination. Maintenant, c'est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que toi, tu attends, là, à partir du mois de septembre, d'octobre? Je sais que tu vas commencer à travailler aussi sur les signaux faibles de la détresse agricole. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau ministère? Déjà, le plan donc, qui est en cours avec Daniel Lenoir, le coordinateur national du plan mal-être agricole et prévention suicide. Je communiquais encore avec lui ce matin. Il faut déjà le faire savoir et qu'il soit prolongé auprès du nouveau gouvernement, parce que c'est bien beau qu'il soit actionné par l'ancien, mais maintenant il faut prolonger là-dessus. Donc j'ai envie que sur ce plan et sur la souveraineté et sur tout le reste, ce changement de modèle, le nouveau ministre Marc Fesneau continue dans la même lignée. Après, c'est quelqu'un qui vient des chambres, qui vient du sérail. Et il faut qu'il prouve maintenant. Aux agriculteurs, on ne peut pas leur faire à l'envers. Déjà, c'est avoir l'humilité de reconnaître quand on ne sait pas, venir sur le terrain et puis écouter. Et puis là, ouais, l'enjeu est fort là. Il y a des ministères de l'énergie, de l'écologie, sous tutelle de la première ministre. Les premiers écologistes, ils sont à côté de moi. L'agriculture dépense du carbone et pollue, mais la première source de captation de carbone et de solutions, c'est l'agriculture, en fait. Donc, il va falloir travailler encore plus fort avec les agriculteurs. Ouais. On a vu tous là, tout ce que vous faites de formidable. C'est quoi les prochains projets? Parce que je vois que Maximin commençait un peu piqué du nez. Il a déjà un petit peu envoyé tout à l'heure. C'est quoi maintenant tes prochains projets, toi, dans ton exploitation? T'as envie de quoi? Honnêtement, commencer à stabiliser ce qu'on fait là. Ça a été beaucoup de travail, parce qu'on me dit on veut produire à l'herbe comme ça se faisait, mais ça a été beaucoup de travail à la mise en œuvre. Parce que c'est vrai que je rejoins beaucoup ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense que l'agriculture a un gros fort pouvoir pour l'écologie, pour le captage du carbone, et je suis un gros partisan que l'élevage est hyper important dans ce milieu-là. En fait, souvent on a décrié l'élevage, les vaches qui polluent. La vache, effectivement, c'est un élément qui pollue à partir du moment où on le sort de son environnement. L'élevage, si on le met avec l'herbe, donc si on le met dans son cercle vertueux de la nature, grâce à l'herbe, il stocke du carbone dans le sol, quoi. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que si on veut manger demain des produits sains et naturels, sans polluer, l'élevage a toute sa place. Et faire comme on essaie de produire en polyculture élevage, je pense que c'est une des meilleures manières pour capter le carbone, le stocker dans le sol, pour pouvoir après le remettre dans les légumes, par exemple. Chose qui se faisait bien avant qu'on soit ici sur Terre, quoi. Bon, voilà. Gilles, toi, tu es parti sur un concept, je pense, qui est assez révolutionnaire. On connaissait Center Park. Toi, tu veux faire Center Porks. C'est quoi ça? On va repartir un petit peu en arrière, sans rétro-pédaler. Mon ambition, c'est faire moins mais mieux. Voilà.
Et Patrick calculait tout à l'heure, je me suis mis à calculer du coup. À une époque, je nourrissais 40 000 Français avec mon élevage. Aujourd'hui, on a quasiment divisé par 2. On a choisi de faire de la qualité. On fait des porcs plus lourds. Avec moins de cochons, on fait plus de poids. On essaie de toucher des clientèles haut de gamme à qui on peut présenter un produit qui coûte un petit peu plus cher. Et surtout, on s'est orienté vers le bien-être animal. Voilà, parce qu'on a compris que l'attente sociétale aujourd'hui partait vers le respect de l'animal. Moi, c'est en côtoyant des gens qui mangeaient plus de viande, quand ils m'expliquaient pourquoi, je leur ai dit non, c'est pas acceptable, quoi. J'ai un copain qui m'a dit une fois, depuis que je suis venu chez toi, il y a quelques années, depuis que je suis venu chez toi, je mange plus de porc, quoi. Je suis devenu végétarien même. Voilà. Parce qu'il avait vu mon élevage standard, machin, il dit on peut pas accepter ça, etc. Et en mangeant de la viande, je cautionne ça. Et il me l'a dit quelques années après, franchement, ça m'a assis. Et je me dis, mais viens voir ce qu'on a fait depuis, viens voir. Il me dit, ouais, je sais que. Mais bon. Et je lui dis, mais tu vas voir, on va aller au bout des choses. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de créer Center Pork. Ça va être une unité de naissage de truies. Je pense que tout le monde a bien entendu, c'est Center Pork. Center Pork, ouais. On avait fait Porc Aventura déjà. On va le développer, Porc Aventura avec les toboggans et les étangs. Et là, on va faire Center Pork. C'est-à-dire, on va mettre des animaux sous une serre vitrée et photovoltaïque, parce qu'on va faire de l'agrivoltaïsme dessus, de manière à abriter les animaux toute l'année dans une bulle de verre, voilà, où ils ont des parcours avec de l'herbe, des cultures, etc., des zones de jeu, des zones de nutrition, voilà, et essayer de créer un écosystème comme une bulle vertueuse de Center Park, tout simplement, hein, voilà. Le tarif en moins, On a entendu Gilles sur son projet. Toi, Patrick, tu n'avais pas un petit sujet emballage là, pour tes carottes? Il n'y avait pas un sujet Alors nous, il y a plusieurs enjeux, hein. On a 3 gros enjeux. Alors les 2 plus sympas, les premiers enjeux, ça va être tout ce qui va être sujet sociétaux, environnement, qui vont toucher carrément au carbone. On veut vraiment mesurer notre empreinte carbone, donc notre activité en général et au niveau de nos cultures. Donc là, c'est un gros chantier carbone, puisqu'on est convaincu de ça, comme vous en avez parlé, c'est que la culture peut être un acteur du carbone. Et c'est celui qui peut bouger le plus vite, le plus rapidement en fait, et qui peut mobiliser. Donc ça va être ça. Le deuxième enjeu, ça va être autour de la biodiversité. On a commencé nos premières plantations de haies. On a planté 6 km de haies cette année. Et c'était assez sympa parce qu'on le fait en essayant d'associer des écoles, des choses comme ça, des enfants à ça. Donc ça, c'est un autre enjeu fort. Et Dieu sait si les Landes de Gascogne, c'est une lande où il y a une forêt de pins, mais elle est entre guillemets artificielle. C'est Napoléon qui a planté des pins. Il n'y a que des pins. Et je pense que demain, alors nous on l'a vu parce qu'on a fait partie de ces pionniers qui ont mis en culture des terres, des friches. Ces terres, autrefois, les bouquins d'agronomie disaient que les Landes étaient incultes. C'est vrai qu'il n'y a pas de vie dans les sols. Derrière une parcelle forestière de pins, il n'y a pas de vie. Et on remet de la vie. Donc quand les gens disent que les sols sont morts, c'est faux. On peut redonner de la vie au sol. On peut les régénérer avec des agricultures vertueuses. Donc ça, on va essayer de travailler ça, la biodiversité, les sols, le travail des sols. Et après, le troisième gros enjeu, il est économique. On est sur une activité qui se casse la gueule, clairement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que depuis 1 an, les consommations de fruits et légumes bio, qui sont une grande partie aujourd'hui de nos productions, sont en train de prendre un moins 20 en consommation. En gros, ce qui se passe, c'est que tout le monde a poussé les agriculteurs à se convertir. Politique, journalisme, médias, tout ce que vous voulez. Les agriculteurs se convertissent et ils sont arrivés. Ça a créé une bulle. Ça a créé une bulle. Et cette bulle, il y a surproduction et en plus, il y a une baisse de consommation de 20%. Là, on est en train de faire moins 20 après avoir fait une année moins 20 sur certains. Comme sur le lait et les œufs, tu déclasses aussi? Ouais, complètement. Et quels que soient les circuits. C'est pas la GMS, les réseaux SP, les grossistes, l'industrie, tout le monde est touché. Donc là, on rédacte notre activité. Donc malheureusement, ça va être. On va être obligé de baisser un effectif, malheureusement. C'est ce qui fait mal. Alors là-dessus, on va travailler sur plusieurs aspects. Premièrement, on va essayer de blinder nos partenariats. On va essayer d'impliquer nos partenaires pour leur dire maintenant, messieurs, il faut que vous engagez plus. Parce que sinon, demain. Donc Auchan, quand tu parles de partenaire, c'est Auchan. Non, on travaille avec tout le monde aujourd'hui. On travaille avec l'ensemble des acteurs. On va essayer d'aller impliquer tout le monde. Certains sont déjà très impliqués. Je veux pas citer les uns les autres, mais il y a quand même aujourd'hui, on a en gros 3 acteurs qui sont super impliqués. Il y en a d'autres qui le sont moins ou qui sont dansants. Et on va leur dire maintenant, ça suffit, il faut que s'engager plus parce que sinon on va leur envoyer Pepper là. On va leur envoyer Pepper. Voilà. Et l'autre aspect, c'est peut-être développer quelque chose en local parce qu'aujourd'hui, en local, on pense qu'il y a des choses à faire. Alors, c'est d'autres acteurs. Il va falloir que d'autres acteurs, les grossistes,
Voilà, soit il faudra faire les choses nous-mêmes, mais il y a d'autres acteurs qu'il faut qu'ils bougent. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui veulent des produits locaux, mais on a des acteurs qui ne jouent pas le jeu. Il faut que tout le monde se mobilise pour soutenir l'agriculture. On peut plus, il faut qu'on arrête de faire bouffer des viandes qui viennent de l'autre bout du monde. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on peut bouffer que de l'entrecôte. Il faut manger des pièces de bœuf. Il ne faut pas manger que de l'entrecôte ou de la poitrine. C'est pas possible. Il va falloir qu'on bouge les consciences. Et ça, nous, on veut le faire. Et on veut le faire. Et il faut que toute l'agriculture se mobilise et tous les acteurs se mobilisent dans ce sens. Et merci au nom de la terre pour ça. Édouard, donc. Et une basse-côte ou un paleron avec des carottes et du poireau, on ça est coûte bien. pas cher et on est bien. Hein. Édouard, il y a 3 ans le film, Au nom de la terre. On rappelle 2 millions d'entrées, Le nom de la terre, 2 millions d'entrées. Il y a eu un bouquin, il y a eu une chaîne de télé, Au nom de la terre.tv. Et il y a un prochain film qui arrive. Il y a un prochain film qui s'appelle La Promesse verte, qui est toujours engagé, qui traite d'énergie verte, les agrocarburants, les biocarburants qui viennent du bout du monde justement. On l'a nommé l'huile de palme. Est-ce que c'est logique ou pas qu'on abatte une forêt vierge primaire pour planter des palmiers à huile qu'on exporte de là-bas par cargo pour être affiné chez nous, pour mettre dans les voitures? Je pense pas. En tout cas, l'enjeu c'est quand même l'eau, nous nourrir et faire vivre ceux qui nous nourrissent et nous vivre en bonne santé, que la planète soit en bonne santé. Donc ça c'est l'enjeu à venir sur l'année à venir. Et puis tu l'as rappelé, Au nom de la Terre TV, c'est aujourd'hui une chaîne sur abonnement où on parle de toutes ces diverses formes d'agriculture. On voit bien, Patrice, c'est des carottes qui sont conventionnelles et bio et on a quand même le souci de revitaliser les sols et le souci du circuit court et le souci de vivre et le cochon et le bœuf. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, on l'a vu sur les réseaux, là, à tout de suite opposer parce que là, on vient tourner chez l'ARER. Ah, bah oui, mais ils font des trucs d'une manière industrielle. Bah oui, à un moment donné, il faut nourrir les gens. Et puis ça n'empêche pas qu'on peut être gros et faire bien en se posant les bonnes questions, en fait. Donc, on parle de tout ça sur Nom d'Inter TV, de toutes les formes d'agriculture sans les opposer et en étant fiers et heureux de notre métier et de nos agriculteurs, quoi, en mangeant français. Et sinon, j'ai ouï dire que tu pourrais être peut-être la tête de pont d'un nouveau programme agricole sur une grande chaîne nationale à la rentrée au mois de septembre. Ah ça, je sais pas, faut qu'on en parle. Il y a quelques projets télé aussi Ouais, pour continuer à aider et soutenir le monde agricole. Toujours avec France Télévisions, avec M6. On est toujours là pour raconter. Je pense qu'on ne raconte jamais assez. Et souvent, on raconte malheureusement à la place d'eux. Et pas de manière non sincère. On peut être sincère dans un centre à Paris ou à Bordeaux, mais quand on est déconnecté de la terre et qu'on a des injonctions pour les faire changer, c'est quand même du ressentiment créé chez les agriculteurs et les agricultrices. Et c'est en ça que nous, on est là pour créer des ponts et pas creuser ce fossé-là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur ce stand et sur ce salon de l'agriculture chez les Landais. Et d'ailleurs, on va les manger. On remercie Maximin, on remercie Gilles, on remercie Patrick, Cyril qui est en vacances à Ibiza. Il a la chance. Et Flo qui travaille comme un sourd parce que là. Et les gars, c'est nous qui vous remercions. Ah, merci. Merci nous, Juliette, Antoine. Nous, on remercie toute l'équipe, mais on vous remercie à vous et particulièrement à toi, Edouard, pour ton engagement auprès du monde agricole. Voilà, et c'est Antoine aussi. Et vraiment, vraiment, ce que vous faites, c'est top, quoi. Parce que comme tu l'as dit, je crois que tu as dit un truc juste. Hein. Moi, j'ai tendance à dire. La science, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales sur le pain. Et aujourd'hui, c'est quand même ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus, quoi. Donc il est temps que ceux qui savent quelque chose en parlent, voilà. Et le reflet, on en parlait l'autre jour quand même, c'est ton film, hein, de mémoire, 2 millions d'entrées, 100 000 à Paris, c'est ça? Ouais. Voilà. Mais les Parisiens savent tout sur tout quand même. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été voir le film, parce qu'ils savaient déjà. En tout cas, il faut apporter la connaissance et on a des nouvelles générations qui arrivent, qui ont besoin de sens et de métiers qui font sens et qui veulent changer les choses. Donc voilà, apportons les outils pédagogiques. Et je ne sais pas si on peut le dire au nom de la terre, mais en tout cas, nous, nos fermes, elles sont ouvertes, quoi. C'est-à-dire que les gens peuvent venir voir ce qu'on fait, on prendra toujours le temps de les accueillir. Même si on est chargé en temps, on sait prendre le temps d'accueillir les gens et leur expliquer les choses. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au salon aussi, quoi. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le nom, l'exploitation, le lieu, la taille, ainsi de suite, et toutes les spécificités sur les réseaux sociaux d'Au nom de la terre et ceux des Landais. Messieurs, merci, on va passer à table. Longue vie chez les Landais et à très bientôt. Merci à vous. Hein.